Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. La santé psychologique est un élément important de l'existence et elle est souvent, sans qu'on s'en rende toujours compte, fragilisée par divers événements, tels que le stress par exemple. Il existe dans la région une forme de vigie qui agit pour veiller au bien-être de la communauté et c'est le réseau d'éclaireurs. Pour nous éclairer davantage sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui Mme Maxime Gagnon, organisatrice communautaire au CI3S de Chaudière-Appalaches. Oui, bonjour. Bonjour Maxime, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Oui. Écoute, ça a été quelque chose de découvrir ça de mon côté aussi. Oui. On va en profiter pour le faire découvrir aussi à la population. Oui, un beau projet. Parfait. Quel est votre rôle en tant qu'organisatrice communautaire dans le projet du réseau d'éclaireurs? Oui, bien mon rôle, là, reste sensiblement le même qu'une organisatrice communautaire, c'est-à-dire mobiliser la population, mobiliser les acteurs, aussi les acteurs communautaires, puis faciliter le lien entre le milieu communautaire, la communauté et le réseau de la santé. Puis, mon rôle aussi, c'est d'accompagner les personnes éclaireurs. Donc, un citoyen là, qui devient un éclaireur, bien, on va les accompagner, on va les former, puis on est disponible aussi là, s'ils ont des questions. Puis tout ça, bien, je le fais possible, là, je le fais en compagnie de ma collègue là, qui s'appelle Jennifer, qui est agente de promotion en santé mentale et en prévention du suicide. Puis elle, son rôle, c'est plus d'étudier au niveau de la veille psychosociale là, les données, puis rapporter les faits, là, soit à l'étape de concertation et tout ça. Puis ensemble, là, on fait un beau travail là, au niveau du réseau des éclaireurs. On travaille très bien là, au niveau du réseau, puis on se coordonne là, pour offrir des services. Parfait. Avant d'aborder peut-être Oui. la question du réseau d'éclaireurs, Oui. On parle quand même de santé mentale à ce niveau-là beaucoup. Comment décrivez-vous l'état de la santé mentale de la population, surtout à la suite de la pandémie, dont les effets se font encore parfois sentir? Oui, effectivement. Hein, on pourrait dire que la santé mentale de la population elle a été fragilisée pendant la COVID. Puis on voyait des symptômes là, d'anxiété, de détresse. Même, on peut aller dans les symptômes là, post-traumatiques. Mais maintenant, bien, avec le réseau des éclaireurs, on vise vraiment là, à faire un filet de sécurité sociale pour que les gens là, bien, puissent s'entraider, avoir des outils. Puis c'est sûr, bien, au niveau de la santé mentale, elle est plus fragilisée, mais on vise là, à améliorer. Puis avec le contexte social aussi, parfois, bien, c'est sûr qu'une santé mentale peut être plus fragilisée. Parce que je lisais quelque part, je crois bien, à un certain moment, qu'il y avait comme une personne sur trois qui vit de la détresse. Carrément, oui. Oui, effectivement. Effectivement. On dit plus une personne sur quatre là, qui vit de la détresse. Oui. Okay. Détresse, symptômes d'anxiété. Puis bien, c'est pour ça que c'est important, là, soit comme citoyen, même comme personne ou travailleur communautaire, d'être outillé puis de connaître les ressources. Parce que justement, si on sait qu'une personne sur trois ou une personne sur quatre vit de la détresse, bien, on a des fortes chances d'en avoir autour de nous. C'est ça. Fait que de connaître les symptômes, les signes là, qu'une personne... qu'on peut se dire, bien, est-ce qu'elle vit de la détresse? Là, c'est là qu'on va venir outiller nos éclaireurs à être plus habiles à observer les symptômes. On va pouvoir en parler. Ouais. On parlait de filet social, au fond. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je crois bien que non. J'ai l'impression que nos filets sociaux, justement, sont de plus en plus minces, que parfois, on n'a plus la même solidarité, la même écoute qu'avant avec les autres, finalement. Oui, bien, c'est sûr que dans un contexte social, économique qui est plus fragile, hein, des fois, bien, la solidarité, l'entraide, c'est plus difficile, mais on a des citoyens, on a des gens impliqués qui veulent justement là, faire en sorte qu'on ait une belle résilience là, dans notre communauté. Fait que oui, des fois, ça peut sembler être plus fragilisé, mais on travaille à l'améliorer là, malgré tout. Parfait. Il semble parfois que prendre soin de soi soit difficile dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Comment il est possible de prendre soin de soi tout en prenant soin des autres aussi? Oui, mais je pense que tout repose sur l'équilibre. Okay. Au niveau de prendre soin de soi, bien, des manières sont différentes pour chaque personne, hein, mais prendre soin des autres, bien, ça repose sur l'équilibre. Donc, au niveau, il faut être capable de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Puis quand on prend soin des autres, il faut être en mesure de prendre soin de soi. Oui, fait que ça vient pas vraiment... sans l'autre. Oui, l'un va pas sans l'autre, c'est ça. On va commencer par prendre soin de soi. Oui. Parce que je pense que c'est la base. Oui, c'est la base, vraiment. Vraiment. Il faut avoir une bonne, on le dit souvent, une bonne santé mentale, avoir un bon équilibre dans notre vie, maintenir des bonnes habitudes de vie, avoir une belle routine. On peut avoir, pour certaines personnes, ça va être de s'impliquer, d'avoir un réseau social plus fort. Pour d'autres, ça va être de pratiquer des activités là, qui les passionnent. On peut parler d'art, de culture et tout ça. Donc, chaque façon de prendre soin de soi, là, elle est différente pour chaque personne, mais effectivement, tout repose sur l'équilibre. Parfait.
Comment peut-on prendre soin de sa santé mentale, finalement, et affronter le stress, l'anxiété, la déprime, parfois même la détresse? Y a-t-il des moyens de s'aider? Bien, les moyens là, sont différents, justement, pour chaque personne. Mais il faut les connaître, nos moyens. Puis on donne des outils aussi aux éclaireurs. Donc, par exemple, on va plus les outils à connaître les façons de prendre soin de soi. Tout ce qui est, pour une personne, ça pourrait être justement dans le maintenir des bonnes habitudes de vie. Pour d'autres, ça va être une autre façon. Donc, c'est ça. Il faut vraiment se connaître avant d'aider les autres. Puis ça, bien, par des questionnaires, par des outils, par des conversations avec nos éclaireurs, bien, on vient là à connaître les bonnes façons pour prendre soin de soi. Puis il y a des outils qui sont intéressants, là, je vais me permettre d'en parler. Santépsychologique.ca. C'est un site web où est-ce qu'on peut venir vraiment avec un formulaire. C'est un petit sondage là, qu'on répond. Ça nous donne une cote, là, soit du vert au rouge, puis ça nous permet de déterminer notre santé psychologique. Elle se situe où? Puis, on peut avoir des outils aussi pour soit, par exemple, on est dans le jaune, on veut retourner au vert, on est au orange, on veut retourner au vert. Puis, également, bien, quand il y a des besoins au niveau de la détresse, qu'on vit de l'anxiété, de la détresse, bien, on va aller recommander de recevoir de l'aide là, avec soit le 811, l'option 2, ou idée suicidaire, là, un 866 appel. Fait que c'est important, même s'il y a des manières de prendre soin de soi, mais il ne faut pas oublier là, nos ressources d'aide, nos ressources d'urgence en cas de besoin. Qui sont là pour nous aider aussi. Oui, effectivement. Alors, en quoi consiste exactement le réseau d'éclaireurs? Oui, Ça m'intrigue de mon côté. C'est ça. Bien, le réseau des éclaireurs, là, c'est un mouvement dans la population pour vraiment promouvoir le bien-être. Okay, donc, il y a comme 3 volets à comprendre. On a nos éclaireurs. Il y a 3 types d'éclaireurs. Je pourrais en parler. Là. Oui. On a nos 3 types d'éclaireurs. Puis, on a également le volet là, au niveau des projets en résilience communautaire. Donc, qui sont des projets qu'on met en place dans la communauté. Alors, on va avoir nos gens qui sont nos citoyens impliqués, nos travailleurs communautaires proches du terrain, qu'on va venir les outiller au niveau des premiers secours psychologiques. Puis, ils vont être amenés de venir aider les gens là, autour d'eux, de les accompagner et de les référer vers les bonnes ressources. Puis, bien, c'est ça, on a également les projets en résilience communautaire. Donc, il y a plusieurs volets là, qui forment ensemble le réseau des éclaireurs, mais on pourrait dire, en gros, c'est un mouvement pour favoriser la résilience et promouvoir le bien-être dans la communauté. C'est des gens qui sont à l'écoute, finalement, de ce qui se passe autour d'eux. Oui, c'est ça. On dit souvent d'être les yeux et les oreilles de la communauté. Fait que des fois, c'est nos citoyens, là, notre voisine qui prend soin des uns dans son quartier. Une personne qui va prendre nouvelle des autres, bien, on va l'outiller, on va lui donner un petit plus avec la formation en premier secours psychologique. Fait que le but, puis cette personne-là va pouvoir nous rapporter l'état de la population autour d'elle. Donc, est-ce qu'elle observe des signes, des symptômes au niveau de l'anxiété? Qu'est-ce qu'elle observe autour d'elle? Elle va pouvoir le rapporter via la veille psychosociale. C'est comme un petit sondage qui prend à peu près 5 minutes à compléter par mois. Elle complète le sondage, elle nous ramène l'information là, au réseau de la santé et aux partenaires communautaires. Puis nous, bien, ça nous permet de voir l'état de la population. À tous les mois, on peut voir l'état et s'adapter. Donc, on peut en parler en table de concertation, par exemple en santé mentale, avec les partenaires. On va montrer les résultats puis de dire, bien, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Y a-t-il des projets qu'on pourrait mettre en place? Puis c'est là qu'embarquent les projets en résilience. Fait que c'est tout un réseau, là, en fait, pour favoriser la résilience, une communauté plus forte, on pourrait dire. Donc, la personne va faire en quelque sorte une analyse de son cercle social. Oui, on pourrait dire ça, une analyse ou... mais en fait, c'est ce qu'ils font déjà. Être à l'écoute, comme je disais. Puis on va venir l'outiller pour accompagner puis pour référer, parce qu'il existe plusieurs ressources. Puis on va venir accompagner cette personne-là pour qu'elle connaisse les ressources, puis on lui donne des outils aussi. Comment a débuté le projet du réseau d'éclaireurs? Oui, bien, le projet du réseau des éclaireurs, là, ça a débuté pendant la pandémie. Il y a eu des fonds qui ont descendu du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la santé mentale de la population. Ça fait à ce moment-là, là, la santé mentale était plus fragilisée. Oui. Puis, bien, on en vit encore les effets aujourd'hui. Je crois bien, oui, à certains moments. Effectivement. Donc, c'est ça. Puis, il y a une partie de ces fonds-là qui a servi pour le réseau des éclaireurs. Ça s'est inspiré du mouvement là, à Mégantic lors de la tragédie ferroviaire. Qui est en 2013, je crois oui, bien. c'est ça. Il y avait une équipe de proximité qui avait été mise en place à Mégantic, puis le gouvernement s'est inspiré de cette initiative porteuse-là pour la mettre à l'échelle nationale.
Fait qu'on est vraiment, on prend un exemple, un bon coup qui a été fait lors d'une tragédie, puis on l'applique là, à l'échelle nationale. Puis, bien, dans chaque région, on va l'appliquer d'une façon différente, mais qui se ressemblent, là, qui sont assez similaires. C'est les mêmes objectifs, mais on peut venir les adapter dans chacune de nos régions. OK, parce qu'à Mégantic, finalement, ça avait été un état de choc, je crois bien, pour toute la région. Oui, puis c'est ça. Puis ils s'étaient aperçus, tu sais, quand au niveau physique, bien, les risques avaient été diminués, ils se sont aperçus qu'il y avait encore beaucoup d'effets au niveau psychologique. Donc, comment faire face à une tragédie ou à un événement majeur? Ça laisse des traces. Ça laissait des traces. Puis ils avaient rassemblé bien, la population lors d'un événement pour voir bien, comment on fait face à cet événement majeur-là ensemble. Puis c'est là qu'il y avait eu l'idée d'une équipe de proximité vraiment terrain qui rapportait en fait l'état de la population. Okay. Fait que d'où là l'idée d'être connecté sur le terrain, d'avoir des yeux, des oreilles et de ramener, puis de créer des projets aussi qui sont porteurs. Parce que pour se remettre d'un événement de cette ampleur-là, tu sais, qu'on pourrait... tu sais, la pandémie, c'est un événement majeur aussi, hein? Fait que, une fois qu'on pourrait la comparer, bien, c'est des fois créer des activités qui sont porteurs de sens pour la communauté. Fait que ça en est une façon. Là. Parfait. Quels sont concrètement les objectifs du réseau? Oui, au niveau des objectifs, bien, on est vraiment dans renforcer la résilience communautaire et le tissu social. Je l'ai mentionné à quelques reprises. On est dans augmenter la capacité de la communauté à soutenir les personnes qui sont touchées sur le plan psychologique, puis également promouvoir le bien-être. Puis, bien, au fond, mobiliser les partenaires communautaires, les écoles, le milieu municipal. C'est un exercice de conscientisation, en quelque sorte, aussi. Oui, puis de concertation aussi, là, puis c'est ça, d'avoir une communauté qui est forte, qui est résiliente, puis qui est prête à faire face à des épreuves. Parfait. Il existe différents types d'éclaireurs. On a parlé un peu tout à l'heure, mais on n'a pas encore vraiment abordé le sujet. Quels sont-ils et qui peut participer au réseau? Oui. Donc, au niveau des éclaireurs, on a 3 types. Donc, j'en ai parlé de nos éclaireurs qui sont nos citoyens, nos champions dans nos communautés. Puis, on a nos travailleurs communautaires et intersectoriels qui sont mobilisés, qui participent également à la veille psychosociale. Puis, on a nos gestionnaires du réseau de la santé, les professionnels du réseau qui y participent. Donc, on a 3 types d'éclaireurs en Chaudière-Appalaches. Oui. Y a-t-il des distinctions entre les 3 types? Bien, c'est vraiment, c'est ça, citoyens, travailleurs communautaires, puis on a les gestionnaires, puis ils ont des sondages qui sont différents à compléter. Ils ont des formations et accompagnements qui sont différentes, effectivement. Mais au final, on reste dans des gens qui sont impliqués, qui sont mobilisés, qui sont dynamiques, qui ont à cœur le bien-être de la population. C'est les mêmes bases, vraiment. Parfait. Que font les éclaireurs exactement? Oui. Pour peut-être même, comment je te dirais, trouver un exemple concret peut-être, comment ça se passe sur le terrain? Oui. Donc, au niveau des éclaireurs, bien, on est vraiment dans observer les signes et symptômes de détresse ou les bons coups également qui se font dans leur communauté. Donc, on dit vraiment d'être les yeux et les oreilles. Donc, observer les signes, ensuite accompagner la personne. Donc, on va venir l'outiller au niveau des premiers secours psychologiques à accompagner la personne vers les ressources d'aide qui sont disponibles. Puis, des fois, la personne ne peut avoir juste besoin d'être écoutée. C'est vraiment de prendre le temps d'accompagner, écouter. Puis ça, des fois, ça résout déjà des situations. Oui, mais c'est ça. Puis il ne faut pas oublier nos ressources d'aide là, aussi qui sont disponibles. Donc, la personne, on va l'outiller là, au niveau des ressources d'urgence qui sont disponibles. Par exemple, on a la ligne d'écoute expression, le 811, l'option 2, le 1866 appel, ou pour les jeunes, là, on pourrait dire aussi tel jeune. Des fois qu'on ne pense pas toujours, mais qui sont disponibles là, pour nos jeunes. OK. Parce qu'au fond, écoute, je pense que dans notre vie courante, on rencontre toujours des personnes qui vivent des difficultés. C'est vrai que l'écoute peut être déjà, je veux dire, un point de départ d'une certaine façon. Sans dire que moi, écoute, ça m'est arrivé dans mon expérience de vie aussi de rencontrer des gens
qui se mettent quasiment à se livrer devant Oui. moi, même si je ne suis pas en entrevue C'est ça, toujours. ouais. Puis des fois, on ne se sent pas outillé comme personne. On se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est justement ça qui vient apporter la formation. Puis nos gens, de plus en plus, là, ils veulent avoir une formation parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la santé mentale de la population est plus fragilisée. Il y a des besoins au niveau de l'anxiété, de la détresse. Puis bien, les citoyens, des fois, vont le nommer. On aimerait être plus outillés. Bien, c'est vraiment là que ça va venir répondre, cette formation-là. Parfait. Quels sont les prérequis pour devenir éclaireur? Oui, bien, au départ, il faut être un citoyen, une personne qui a à cœur le bien-être de la population. C'est vraiment ça, la base. Puis ensuite, on va venir donner une formation de 2 heures. Puis ensuite, c'est de compléter la veille psychosociale. Okay. Mais on peut dire une personne qui est active dans la communauté, qui est impliquée, qui a à cœur le bien-être de la population. Déjà là, on coche... Là, qui a déjà une vie sociale aussi oui, active, j'imagine. Oui, puis on coche déjà les critères pour être éclaireur. C'est pas plus compliqué que ça. Parfait. Est-ce qu'ils ont des obligations à remplir, les éclaireurs? Oui, bien justement, la formation de 2 heures qui est un prérequis, puis la veille psychosociale. C'est une forme de sondage qui prend à peu près 5 minutes à tous les mois, okay. Puis qu'on vient inscrire là, dans le mois les symptômes, ce qu'on a observé dans la population, ce qu'on a fait des premiers secours psychologiques, on va venir l'inscrire au sondage, niveau de bienveillance, de dynamisme de la population. Puis, bien, c'est ça, ça prend 5 minutes là, à compléter. Puis on est aussi écrire les bons coups. Il ne faut pas les oublier, nos bons coups dans la population. Non, c'est sûr, c'est important. Que des fois, on va venir rapporter nos préoccupations. Les éclaireurs viennent nommer leurs préoccupations, les enjeux qu'ils voient dans la communauté, mais on veut aussi les bons coups. Qu'est-ce qui est fait, puis qu'est-ce qu'on pourrait reproduire aussi? Qui a été un bon coup, bien, des fois, on peut s'en inspirer pour faire d'autres actions. OK, oui, ça va être très intéressant, ce oui, moment-là. vraiment. Quelles sont les valeurs qui animent les éclaireurs et éclaireuses? Je crois bien à la base, l'écoute. Ah oui, l'écoute, le respect, l'entraide, la solidarité. C'est vraiment les valeurs de base là, pour être un éclaireur, mais c'est les valeurs qui sont nécessaires pour avoir une communauté qui est bienveillante les uns envers les autres aussi. OK. Donc, en quelque sorte, appliquer, partager des moyens qui contribuent au mieux-être. Oui, oui. Parfait. Et mettre de l'avant peut-être des façons de prendre soin de soi, des autres, contribuer à mettre sur pied, diffuser des activités qui font la promotion du bien-être aussi. Oui, des fois, on va partager des activités aux éclaireurs, fait qu'ils peuvent repartager dans leur réseau. Puis, tu sais, au niveau de... On les informe sur les activités qui sont disponibles. Donc, on a une infolette à tous les 2 mois. Puis, ça leur permet, on va mettre des fois des initiatives porteuses, des événements à venir, ou, par exemple, le Salon des organismes, on l'avait inscrit, puis que des éclaireurs même qui sont venus nous voir là, à notre kiosque. Fait que ça a été super. Parfait. Écoute, ça en fait en quelque sorte un éclaireur ou une éclaireuse, c'est quelqu'un qui a les yeux et les oreilles de leur milieu. Oui, vraiment. On peut le voir comme ça. Puis une personne qui est impliquée aussi, dynamique. Et qui est apte quand même à repérer. Oui, c'est ça. Les petits problèmes qu'il peut avoir autour. Oui, puis des fois, les gens, mais ce qu'ils nous nomment, c'est on le fait déjà. OK. Tu sais, ils nous disent, bien, on le fait déjà, puis ça, c'est super parce qu'on va venir juste les outiller à mieux observer, accompagner, référer. Donc, justement, quand la personne va recevoir des fois des confidences, bien, elle va être mieux outillée sur comment le faire puis où référer la personne en cas de besoin. Et pas juste on reçoit les confidences et il ne se passe rien d'autre après. C'est ça. C'est là on dit des fois le bouche à oreille, c'est important dans une communauté, mais c'est là qu'on peut venir vraiment bâtir une communauté plus forte puis plus apte à faire face à des événements majeurs. Là. Parce que des fois, on aura peut-être tendance à dire, mais regarde, j'écoute, mais je fais rien après, tu sais, il ne se passe rien. Tandis que là, je peux donner des conseils, je peux faire peut-être une référence ou 2. Parce que moi aussi, mettons, je connais quand même bien les organismes du coin de par mes fonctions. Oui. Mais c'est ça. Tandis que là, la personne va être outillée puis elle va pouvoir référer au bon endroit. Fait que la confidence, ça ne s'arrêtera pas là. Oui, c'est ça. Ouais. Au fond, il va y avoir un suivi qui va s'opérer d'une certaine façon. C'est là où est-ce qu'on peut repérer la détresse puis venir agir puis offrir le suivi ou l'aide que la personne a besoin.
Quels sont les outils qui sont mis à la disposition des éclaireurs et Oui! éclaireuses? Bien, en fait, les éclaireurs là, ont accès à une boîte d'outils sur le site web OK. du CIS de Chaudière-Appalaches qu'on leur fournit. Mais en tout temps, ils peuvent également là, nous communiquer. Donc, on est les ressources dédiées au réseau. Puis, bien, avec la formation, là, ils ont accès à des outils. Puis maintenant, on a la borne Appalaches, qui est un bel outil, qui est un bottin des organismes communautaires. Donc, des fois, bien, la personne peut compléter le petit questionnaire au début du... quand on se connecte, il y a un petit questionnaire à compléter, puis ça peut aider la personne à référer. Donc, juste Ou à trouver le bon organisme. à trouver le bon organisme, oui, c'est ça. Qui pourrait l'accompagner ou l'aider Oui, dans ses c'est ça. démarches. On demande pas... En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne demande pas aux éclaireurs d'être des intervenants. Hein, ça, bien, on les a, les intervenants dans le réseau ou dans les organismes communautaires. Ce qu'on veut, c'est que nos citoyens aient le réflexe, ou nos travailleurs communautaires aient le réflexe de référer vers les bonnes ressources là, en cas de besoin. OK. Et les ressources doivent être communiquées aussi à ces Oui. personnes-là, Oui. j'imagine. Effectivement, là, on leur donne des outils, puis même on a des petites cartes, là, 866 appel, 811, qu'on dit aux gens, mais gardez-les avec vous, en cas de besoin. Là. Fait que oui, on remet ces outils-là. Quand on parle des premiers secours psychologiques, Oui. à quoi on fait référence exactement? Ouais. Ça m'intrigue. Oui, bien, en fait, là, on peut le voir, hein, les premiers secours physiques. Bien, un premier secours psychologique, on est dans observer la personne. Quels sont les signes, symptômes qu'on pourrait venir observer chez une personne qui vit de la détresse? Puis ensuite, accompagner la personne. Comment qu'on fait ça? T'sais, on va venir vraiment donner des outils de base à la personne qui va pouvoir venir faire les premiers secours psychologiques. OK. Ouais. Comment les éclaireurs, en quelque sorte, peuvent être les yeux, les oreilles de la communauté, offrir le soutien aux gens qui les entourent ou qui les rencontrent? Ça peut être des inconnus aussi qu'on rencontre. Oui. Hein? Oui, c'est ça. Bien, leur rôle, en fait, là, souvent, ce qu'on dit, c'est que on va venir sélectionner, on pourrait dire, où les gens qui s'inscrivent sont déjà réseautés dans leur milieu. Ils connaissent déjà les gens autour d'eux. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'on va venir leur donner un petit plus. Hein, on va les outiller pour être en mesure de mieux référer les gens. Fait que des fois, c'est juste d'accompagner la personne, d'observer. Puis bien là, des fois, on se sent plus outillé, donc on se sent plus à l'aise des fois de répondre là, aux besoins de la personne. Oui, j'imagine, parce qu'écoute, à la base, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde non plus. Non, là. c'est ça. Mais des fois, on pense pas, il y a plusieurs citoyens qui sont là, des fois, les pivots ou les piliers de leur communauté à qui on se réfère déjà. Fait que c'est ces gens-là là, qu'on vient former. C'est eux que vous visez vraiment dans le réseau. Oui, c'est ça. Parfait. Quelles sont les façons efficaces d'accompagner une personne qui rencontre des difficultés, de la détresse psychologique, par exemple? Oui. Bien, en premier lieu, là, c'est toujours de prendre le temps d'écouter la personne, puis de ne pas hésiter à laisser des silences. OK? Des fois, là, on hésite à laisser... On veut tout de suite trouver une solution. Hein? Mais des fois, on peut prendre le temps d'écouter la personne, la laisser ventiler sur sa situation. Puis par la suite, bien, si on observe des symptômes de détresse ou que la personne aurait besoin d'une référence, on n'hésite pas à l'accompagner vers les ressources d'urgence. Puis sinon, bien, l'accompagner ou la référer vers des organismes. Mais ça dépend toujours du besoin. Fait qu'en premier lieu, c'est vraiment d'écouter la personne. Puis, des fois, on peut aussi observer des symptômes. Tu sais, une collègue de travail qui nous nomme qui est plus fatiguée, qui s'isole plus, qui ne vient pas dîner avec nous. Qui a des modifications dans son comportement. Oui, qui aurait des modifications dans son comportement. Bien, c'est là où est-ce que nos éclairants vont être outillés à observer ces modifications-là, tant au niveau des comportements, de la pensée, des réactions qui sont émotionnelles. différentes. Oui, tu sais, une collègue qui serait plus irritable, mais c'est là où que, des fois, on peut venir lui poser des questions pour savoir comment elle va et tout ça. Donc, quand je dis être mieux outillé à observer, c'est ce que je veux dire. Et à écouter aussi d'une certaine façon. On parlait des silences. C'est vrai qu'une façon... Des fois, laisser un moment de silence, ça va peut-être amener la personne à se livrer davantage aussi. Oui, c'est ça. Parfait. Quelle est la réponse de la population jusqu'à maintenant à ce réseau? Bien, en fait, en ce moment, dans la MRC des Appalaches, on a 110 éclaireurs. Puis on vise aussi à augmenter, là, c'est sûr, notre nombre d'éclaireurs. Plus on a d'éclaireurs, bien, plus notre communauté elle est résiliente et elle est forte. Donc, c'est ça. Puis la réponse de la population, je l'ai un peu mentionné, là, mais elle est favorable. Nos gens demandent à être plus outillés, à connaître les ressources, à pouvoir accompagner les gens autour d'eux. Donc, je dirais qu'elle est favorable là, à la réception de la population.
Écoute, je pense qu'avec les... Tu t'observes parfois les gens, on constate un problème quand même, qu'il y a un certain isolement, une certaine solitude chez plusieurs personnes aussi. Donc, ils vivent seuls avec leurs problèmes. Et lorsqu'on, finalement, que quelqu'un d'autre intervient, mais regarde, ça ne peut être que bénéfique, finalement. C'est ça. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui participent davantage au programme? Bien, au début du programme, c'est sûr que nos travailleurs communautaires et intersectoriels ont été les premiers à être interpellés parce qu'ils sont directement sur le terrain, hein, puis ils agissent tout de suite près de la population. Donc, ça a été nos premiers. Puis là, bien, je dirais qu'au niveau des citoyens, on arrive à peu près au même nombre. Là. Puis là, on vise à augmenter notre nombre d'éclaireurs citoyens sur le territoire. Et donc, en avoir partout aussi. Et en avoir partout dans chaque communauté. Oui, c'est vraiment ça le but. Parfait. Quels sont les résultats qui ont pu être observés depuis la mise en place du réseau? Bien, comme je l'ai mentionné, il y a comme un volet où est-ce que, oui, on a la veille psychosociale, mais on a nos projets en résilience communautaire. Donc, c'est un financement qui est disponible. Puis oui, lorsque c'est possible, bien, on met en place des projets dans la communauté qui viennent répondre aux besoins, aux préoccupations, c'est ça, qui ont été observées par les éclaireurs. Donc, un des projets, justement, ça a été la borne Appalaches. Parce que nos éclaireurs nous nommaient qu'ils veulent être mieux outillés à connaître les organismes sur le territoire. Donc, on a mis en place un bottin des organismes communautaires dans la MRC des Appalaches, qui est vraiment qui a été conçu par le milieu avec un comité d'organismes communautaires. Puis, c'est ça, c'est vraiment... Ce bottin-là, ça peut être un exemple d'un projet porteur. Ou le travailleur de milieu pour aînés aussi. On nommait que les aînés, des fois, sont plus isolés, ont des besoins. Bien, on a mis en place ce projet-là. Puis maintenant, bien, ce projet-là est périn là, dans la communauté. Fait que ça, c'est un autre beau projet. Parfait. Y a-t-il un projet, une initiative, une histoire particulière qui illustre bien l'impact du réseau sur la communauté? Oui, bien, c'est ça, je pourrais parler justement du travailleur communautaire là, au niveau des aînés, qui maintenant est un intervenant travailleur de milieu auprès des aînés vulnérables. Mais ça a été un beau projet là, qui a permis de repérer les personnes aînées là, qui avaient des besoins qui étaient plus isolés, puis de les accompagner vers les ressources. Puis maintenant, bien, cet intervenant-là là, est financé avec le secrétariat aux aînés, puis agit partout là, sur le territoire. Fait que il doit travailler beaucoup avec les petits frères aussi. Oui, effectivement. Qui est un organisme justement pour venir en aide aux personnes âgées, pour les sortir de leur solitude. C'est ça. Les petits frères, c'est le 75 ans et plus. Hein? Oui. Puis c'est des personnes qui sont des fois isolées. Mais là, le travailleur de milieu va chercher plus jeune, j'aurais envie de dire, là, vers le 50 ans et plus, là, puis venir vraiment repérer. Puis avoir des références aussi, là, des organismes. Parfait. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face dans le développement du réseau? Oui, bien, je dirais, c'est toujours la mobilisation et le recrutement. Donc, on est dans faire connaître le réseau, puis recruter et mobiliser les citoyens à y participer. Fait que des fois, nos gens sont occupés, hein, notre communauté, des fois, sont occupés. Puis là, des fois, peuvent être réticents à s'impliquer dans un nouveau projet. Mais finalement, quand on leur nomme le type d'implication, souvent, là, quand on prend le temps de leur expliquer le projet, vont être plus favorables là, à s'impliquer. Et tous les bienfaits que ça peut apporter oui, aussi, vraiment. Jusqu'à quel moment le projet sera-t-il en fonction? Est-ce qu'il y a une date déterminée ou pas du tout? Non, bien, en fait, c'est juste qu'il sera possible de le faire. Donc, on est toujours dans... c'est ça, on veut que ça soit toujours disponible, donc jusqu'à ce que ça soit possible de le faire. Là. Parce que la détresse, il y en a toujours, de toute façon. C'est ça. Même quand il n'y a pas de choses comme la pandémie, regarde. Oui, on peut faire face... On voudrait pas, là, mais on peut faire face, malheureusement, à d'autres événements majeurs. Parfait. Comment les personnes intéressées peuvent-elles adhérer à ce mouvement? Oui. Eh bien, ils peuvent s'inscrire là, sur le site web du CIS de Chaudière-Appalaches, donc ci3s.ca/éclaireur. Puis sinon, ma collègue et moi, là, on est souvent dans des activités, à des kiosques de recrutement. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir quand vous nous voyez. Parfait. En terminant, avez-vous un message à adresser à la population? Bien, j'aurais envie de dire qu'il est important de prendre soin de soi puis prendre soin des autres pour, au final, prendre soin de notre communauté. Bon, merci beaucoup, Maxime. Merci de votre entretien. C'était très intéressant. Merci. Et bonne continuation dans ce projet.